J'ai plein de copains réfractaires au vin dit naturel, avec toujours la même objection. Non mais c'est pas du vin ton truc. Ça se voit que c'est une pure piquette. Un truc de bobo fait par des punks à chiens. Ils ne veulent même pas goûter. Ils s'intéressent pourtant à tout ce qu'ils mangent. Ils aiment savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Mais alors, ceux qu'ils boivent, ils sont sûrs de savoir ce que c'est. J'ai l'impression qu'ils en savent autant que des enfants qui n'ont jamais bu de leur vie. Et si je demandais aux enfants, justement? Le vin naturel, c'est Du raisin écrasé. du vin rouge, parce que le raisin, c'est plutôt rouge. Rouge-violet, un peu bordeaux. Ouais. Tu te doutes un petit peu au nom, non? Parce que c'est comme c'est naturel, ça veut dire sans rien dedans d'industriel. Mais vous êtes vachement fort. Le vin naturel, c'est du jus de raisin, tout simplement. C'est pour ça que les gens l'appellent vin sain ou vin pur. Moi, je préfère quand on l'appelle vin vivant. On ne le sait pas, mais dans la plupart des vins conventionnels, il y a 1000 ajouts chimiques. C'est quand même fou, mais le vin, c'est l'un des rares aliments dont les ingrédients ne sont pas affichés sur la bouteille. Mais ils n'ont pas le droit normalement. Enfin, on n'a pas le droit normalement parce que nous, les Français, Français parce que c'est la loi en France, ça se trouve dans d'autres pays, il n'y a pas cette loi. Nous, les Français, on veut savoir ce qu'on boit ou ce qu'on mange. Cette pioche, elle est tellement lourde que t'as même pas besoin de mettre de force en fait. Tout à l'heure, j'ai galéré, mais t'as vu? Là, le trou, il se fait tout seul. La fille qui pioche, c'est Caroline Lédédenté, une jeune vigneronne qui vient de s'installer dans le Bugey, plus précisément à Artemare dans l'Ain. Comme je suis une patate en géographie, je peux vous dire que cette région sublime se trouve entre Lyon et la Suisse, entre deux massifs du Jura. First wine is Grenache. Frédéric Cossard est une figure importante du vin naturel. Il est installé à Saint-Romain en Bourgogne et on vient le voir du monde entier. Caroline en est à sa première cuvée. Frédéric en a fait des dizaines. Et comme je suis curieuse, je me suis invitée chez eux. Et ils ont dû subir mes questions pendant quelque temps. Aujourd'hui, nature, c'est devenu tellement la mode, mais il y a 20-25 ans, il y avait un côté punk, quoi. C'est ça qui était super attrayant. Et puis ensuite, toujours dans la transgression, le côté interdit, il y a aussi un pied de nez de dire, nous, on va faire ça. Regardez, un peu une forme de revanche sociale. Comme c'est ma première année où je fais de la viticulture, je peux pas parler d'expérience. Enfin, c'était ma première parcelle de débutant. J'ai pas du tout regardé des trucs qu'il faudrait regarder, quoi. Normalement, quand tu choisis une parcelle, tu regardes le nombre de pieds morts, le nombre de remplacements qu'il faut faire, l'état de la vigne. Enfin, moi, j'ai pas du tout regardé ça. De toute manière, j'avais que ça comme opportunité. Alors moi, j'aime pas le chardonnay. Enfin, j'aimais pas le chardonnay. Et par contre, j'adore le chardonnay du Bugey. Mais vraiment, c'est un chardonnay qui a une belle acidité, enfin quelque chose d'assez particulier. Et en plus, elle est exposée nord. Alors c'est vrai qu'au début, les gens me disaient, mais elle est bien exposée, ta parcelle et tout. Je fais, écoute, je sais pas, elle est exposée au nord. Elle est exposée au nord, mais les jus sont super bons. Donc voilà. Donc moi, vraiment, ce qui m'a plu, c'est regarder ce qui se passait au sol, ça m'a plu. Et regarder autour, et je dis non mais c'est génial. Bedeau from we bought the grapes is in Côte de Nuit, just in front of Nuit Saint-Georges. It's the same parcel from Nuit Saint-Georges. Yes, yes.
Après, c'est un autre Volnay premier cru, c'est Ronceret. Donc là, on se rapproche de sur Volnay. Have they been sulfured, the wines that we're tasting now? I don't think so. If yes, it's a mistake. Ok, on y va. Alors, est-ce que vous savez comment on obtient de l'alcool si on n'en rajoute pas, si c'est juste du jus de raisin? On met de l'acide. Avec la fermentation. Quand Tu le laisses, ouais, tu le fais moisir. Quand tu... C'est un peu comme le lait quand tu fais, je sais pas comment ça s'appelle, mais des fois, enfin avec le fromage par exemple. Ouais. Le lait, tu le laisses moisir, longtemps. quoi. Ouais, c'est ça. Et ça devient du fromage. T'es Mais tu- moisi. Attends, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Faire du fromage, c'est une dégradation fermentaire, c'est l'équivalent de faire du vin. Et le truc qui était certainement inné, c'est pourquoi réussir à faire des fromages au lait cru, c'est-à-dire sans intrants, et ça marche, sur un support lait quand même qui est bien plus sensible que le vin. Et pourquoi faire ça dans le fromage et pas le faire dans le vin? Donc à force de prendre des cuites sur des vins qui ne me régalaient pas forcément, avant même d'être vigneron, j'avais déjà décidé d'aller chercher des vins qui seraient plus digestes et beaucoup plus originels. Pas originels. It's good that you haven't changed, Fred. You're the same. I don't want to change, darling. Every If I time. change, you will forget to love me. What was the song on the way back from the Sportsman? There were many songs. No. Remember the one on the radio? where we- No. At the same time. Talking Head. It was No, Talking it Head. wasn't. Yes, it was Talking No, Head. it was not. You need a kind of oxygen before drinking. You would already say. Yeah. Putain, c'est super élégant que ça. Again. Yes! Every time you Oui. Lord? Chérie. Every time. Every time No! you go. I You knew. Sans un blanc. So why 2 days? I knew we'd get it. I just needed a couple more sips. Oh. Non. Et en plus, un jour, mon grand-père, il m'a fait goûter du vin. Oh, bah, t'avais quel âge? Je sais pas, j'étais en CE1. Oui, quand même. Oui. Mais c'était genre 3 gouttes dans un verre d'eau. Oui, c'était pas. Moi aussi. Oui, t'as pas fait goûter un verre quoi. Non. Mon grand-père était retraité de l'EDF et avait l'équivalent de 25 arts de vignes. C'était à l'époque, ça se faisait beaucoup, c'était pour faire le vin de la famille, tu vois. Il n'y a même pas de commercialisation. Et c'était ce vin-là, c'est ton premier contact avec le vin? Mais c'était aller bosser avec papy à la vigne, c'était faire une petite descente de cave en cachette de la grand-mère, c'était déguster dans le taste-vin avec la bougie en cachette, recracher. Ça, c'est justement le côté interdit qui a développé une passion. Oui. Je sais pas, à l'âge de 8-10 ans, je voulais faire du vin. Après, il fallait réaliser ce projet. Donc, après école, j'ai travaillé, j'avais monté une société de courtage en vin. Jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de pouvoir trouver des vignes en location. Et à Saint-Romain, c'est pour ça qu'on est là. Mais bon, à 33 ans, tu vois. Donc, parce que l'accès à la vigne en Bourgogne, c'est pas facile. Hein. Le foncier viticole coûte une fortune. Je ne suis pas de souche viticole. Tu vois, c'était super compliqué. Il y a très longtemps que les vins de Bourgogne sont des vins de prestige. Et c'est l'endroit où. Hein. Et les blancs, c'est les plus grands vins blancs du monde. Il y a
des touchés de vin, des délicatesses de vin qui sont exceptionnelles, qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. Quand on est sur le finage de Puligny, Montrachet, on est avec les dieux. Ça va bien? Ça va, ça va. Enfin. Bien fait pour un saut. Faut qu'on surveille quand même. Je mets une bombe de poser dessus ou juste le bouchon, je laisse ouvert? Ou tu laisses ouvert même. Je laisse ouvert comme ça, les Ouais. Ok. On va faire comme ça. T'as mis un rossignol là-dedans? Ça va. Ça va suffire? J'espère. Toujours par passion pour les vins, on a monté un petit négoce avec mon épouse. Et puis on achète des raisins sur des grands blancs où on ne peut pas avoir l'accès aux vignes. Là, c'est les prix, c'est de la folie. Donc sur Meursault, Puligny, Chassagne, Montrachet. Et puis en Côte de Nuit, sur Nuit Saint-Georges, Gevrey, Morée Premier Cru, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée. Donc l'esprit, c'est pas de faire des cuvées de Watt 1000 bouteilles, c'est de faire de la micro-cuvée de 4-5 pièces qui va donner entre 1500, qu'on va jusqu'à des fois 1800 bouteilles par cuvée. Mais entre toutes les procédés, tous les process de vinification ou d'élevage qu'on fait et différentes cuvées, je crois que sur 2018, on fait 47 vins différents. Grand Cru, on fait une pièce par an, tu vois, c'est 285 bouteilles. Voilà. Et c'est ça, ce qui nous anime, c'est ça, c'est faire des micro-cuvées, vraiment les faire respecter le parcellaire, l'endroit même d'où on produit le vin, le particularisme.
c'est vrai que pour s'installer, c'était pas forcément facile. Je connaissais pas du tout ce coin-là et il m'a dit Artemar, regarde, c'est un petit village, t'as les commerces, t'as de quoi faire de l'essence. Enfin voilà, ça c'est des choses, je me suis dit, je vais rentrer le soir crevé. Si j'ai rien à manger ou qu'il faut que j'aille vite fait, que j'ai besoin de pain, tout ça, je veux pas avoir à faire de la voiture ni à penser à l'avance. Voilà, je veux pouvoir... Peut-être mon côté parisienne, d'avoir les commerces à proximité. Il y avait un bar, un restaurant, enfin voilà, il y a même 2 restaurants. Mon choix en fait d'installation, c'est des choses assez légères. C'est des choses qui se mettent dans le coffre d'une voiture. Ça te permet d'être assez agile, quoi. Moi, j'appelle ça le mode agile. J'ai entendu ça en ressources humaines, mode agile. Ça me faisait rire. Et alors, donc ça, c'était quelque chose que j'avais déjà vu chez mon maître de stage. Et j'ai pas du tout une grande expérience du tracteur, mais en tout cas, je pense qu'on ne regarde pas la vigne de la même manière en étant au sol. C'est-à-dire qu'en fait, quand je passe ma débroussailleuse, je regarde où en est la vigne, je suis vraiment à proximité, puis j'ai les pieds au sol, donc j'ai vraiment une vision de la vigne toujours proche. Ça permet d'anticiper, de voir où ça en est. Et, là, cette année, je verrai peut-être les attaques. J'espère qu'il n'y aura pas d'attaques, mais disons que s'il se passe des choses, je pense que je les verrai très bien, puisque je suis vraiment le nez tout le temps dans la vigne. C'est surtout quand c'est nature, c'est un petit peu comme quand c'est bio, quoi. C'est sans produits chimiques, parce que le bio, c'est sans produits chimiques. Ouais. Et tu pourrais comparer ça à quoi comme autre aliment, par exemple, qui est sans produits chimiques? Je sais pas, les légumes bio, par exemple, ça veut dire qu'on les élève, ils se cultivent pas avec des pesticides et des trucs, des engrais et tout. Le vin bio, c'est pas si simple. Même si on cultive un raisin sans pesticides, l'Union européenne autorise l'ajout d'un sacré nombre d'ingrédients chimiques lors de la vinification. Alors que dans le vin vivant, on accompagne le jus de raisin au lieu de le transformer. Mais attention, ça ne veut pas dire que les vignes sont laissées à l'abandon ou que le vin peut prendre n'importe quel chemin. On soigne,
on suit. Et si on doit utiliser des produits, on choisit en priorité ceux de la terre. Je traite au soufre de mine, donc c'est un soufre qui est issu de carrière. C'est même pas un soufre qui est, on va dire, de synthèse. C'est un soufre qu'on trouve dans les carrières, quoi. Et après, c'est de la bouillie bordelaise. Donc ça, c'est tout le monde qui utilise ça, je veux dire, qui a un petit jardin. Mais voilà, ça étonne toujours les gens, le fait qu'on s'habille, qu'on mette un masque et tout ça. Il y a pas mal de choses que je pourrais mettre en place plus tard. Par exemple, je sais que s'il commence à faire froid, ou s'il y a du gel ou des choses comme ça, il y a la consoude qui marche bien. S'il y a trop de sécheresse, il y a plein de plantes à installer. Donc, on dynamise, on fait sous forme de macération, de décoction. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est des choses qui me plaisent. Et puis, je sais que c'est même des plantes qu'on peut trouver comme ça dans les parcelles. Donc, il suffit de... Par exemple, l'ortie, c'est assez connu. Pour le vigneron lambda, nous on est des salauds, il y a de l'herbe dans nos vignes. Et puis nous, ça nous gêne pas trop à partir du moment où on sait que notre travail il est bien fait. Tous les travaux qu'on fera ensuite sur le relevage, l'accolage, c'est un boulot, on va repasser sans arrêt pour que chaque pampre pousse soit bien droit, le séparer, retirer les indésirables, les doubles bourres, les doubles pampres. T'as des gens, eux, ils mettent ça dans les fils. Ils ferment et ils passent avec une rogneuse, c'est une tondeuse verticale comme ça et horizontale. Hop, ils passent, ça y est, c'est tout propre. Mais... D'aspect, c'est propre, mais après, quand tu regardes vraiment à l'intérieur, c'est pas pareil. Puis du coup, tu payes la douane après. Tu payes la douane. Quand tu tailles, parce que forcément, tu as plus de végétation. Tu as plus à couper, ça fait plus de plaies de taille. Ça fait plus de travail, quoi. Voilà. Sans fausse modestie, comme je vous dis, on n'a rien inventé. Tu tournes la tête, il y a des milliers d'années de travail, donc on sait, d'observation ou de résultat, on a à peu près la formule qu'il faut employer pour avoir un bon résultat. Jude, tu vas commencer à mettre les drains dans les opérations là-bas, en attendant, c'est ça. On va peut-être sortir un insu. Je te l'adore quand tu iras après dans les... Ouais, jusqu'à Savagnin et tout, comme ça va en dernier, je pense. Tout comme ça. Les deux là-bas, du coup? Ouais. Ok. Et alors, quel est votre rôle respectif dans... En gros, la tête et les bras, quoi. Non, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Non, Max il est venu travailler vers nous. Il avait 14 ans et demi, et puis il a très vite, je dis pas ça pour le flatter parce qu'il est à côté de moi, mais très vite il a saisi un peu toutes ces notions d'attention et d'émotion. Et aujourd'hui, on continue encore à travailler ensemble, mais quand on bosse ensemble, on n'a même plus besoin de se parler parce que c'est juste sur un regard ou des trucs comme ça, parce que oui, à force de pratiquer, là par fierté, oui, je suis super content parce que il a vraiment son ressenti, il est très proche du mien, donc c'est un petit peu la continuité de ce qu'on souhaite. Il a l'image de la maison dans son intuition, c'est vachement intéressant. Mais des fois, il a aussi la sienne personnelle et on en parle. Parce que des fois, c'est plus intéressant comme lui il a pensé que par rapport à ce que moi j'avais pensé. La tête et les bras, il en profite parce que je suis un peu handicapé en ce moment, autrement, j'arrête pas. Hein.
Et quand vous vous êtes rencontrés, alors le point de départ, raconte Max. Et c'est quand j'ai commencé une formation pour être sommelier, donc en restauration, parce que ma famille est une famille de restaurateurs en Bourgogne. Et je voulais allier le vin à la restauration. Et en bossant justement dans un des restos de ma famille, j'ai rencontré Fred en tant que client. Et puis j'ai eu un stage de 3 semaines de vinification dans ma formation. Et du coup, j'ai été chez Fred. Et à la fin des 3 semaines, j'ai arrêté la formation sommelier pour faire du vin. Voilà. Et depuis, ça fait 9-10 ans. 9 ans et demi, je suis reparti. Et puis voilà. Au grand désespoir de sa famille. Oh, le petit, il va pas faire de la cuisine, il va faire du vin. Oh. J'ai eu un copain au téléphone. Oui. Il me disait que ce serait pas mal que je me mette à faire moi-même mes mélanges en fait. Parce qu'il disait que ça c'était quand même assez cher. C'est combien le dosage mélange? Il est à 2%. 2%, ouais. Donc 2% d'huile dans... ouais, oui, peu importe. S'il y a des... J'arrive, il y a des bidons avec des gobelets doseurs. Ah oui, on m'a dit ça, hein, que c'était pas mal, ouais. Ouais, parce que ça coûte quand même moins cher. Polytechnique, l'élite scientifique et mathématique française. C'est l'école qui est l'une des plus anciennes grandes écoles d'ingénieurs français, qui a beaucoup évolué avec son temps et qui notamment maintenant recrute beaucoup d'élèves féminins, de femmes. Quand on fait les classes d'armée, donc à Polytechnique, on fait vraiment des trucs, on ne dort pas pendant 3 jours, on marche sous la pluie, on dort, on monte les tentes. Moi j'avais un sac sur le dos, je pesais 47 kilos à l'époque, en plus alors j'étais pas bien grosse. J'avais un sac de 15 à 20 kilos sur le dos, on avait le casque lourd, le truc, donc cette espèce de culture de l'effort, de dépassement et d'être en équipe, c'était vraiment quelque chose que j'avais adoré. Et donc le dépassement de soi, de le faire en équipe, j'aurais jamais été capable de le faire seule. Et c'est vraiment des situations de kiff que je ressens en vendange. En fait, j'ai choisi de faire ce métier pour justement arrêter d'être dans le contrôle, trop d'anticipation. L'anticipation, c'est bien, mais j'aime bien m'adapter à une situation juste pile poil, voilà. Et ce côté, par exemple, penser qu'on peut tout savoir comment ça va se passer dans le vin, parce qu'on va faire l'analyse de l'azote, on va faire l'analyse du sucre, de tel acide, de tel machin. Moi, ça m'intéresse pas du tout. J'ai envie de ressentir ce que j'ai envie de faire avec ce que je goûte. Et pas du tout envie d'écouter les sirènes de la science et tout ça, même si évidemment que je me sers d'un côté réflexion, mais pas du tout dans un système ingénieur.
moi, ça me fait rire parce que genre quand les adultes, ils font genre les grands professionnels avec le vin et tout, qui font la petite dégustation là, comme ça. Ils touillent comme ça. C'est un Bourbon. C'est de quelle année? 1741. Il est très délicieux. C'est du rhum. Je crois que je suis un peu bourrée, les copains. Imagine Angel or Granite or something else. Because for him it's too late now. But you hide it. Brilliant, brilliant idea. Wonderful, brilliant. Yes. Thank you for all, Fred. Thank you. 2.5 years ago, I heard about this granite barrel. Yes, I said, okay, what's that? And the guy said to me, you can make wine in this. And I said, oh, why? And then they explained me, you have wood, you have steel. In steel, wine cannot breathe, yes? And in wood, of course, a lot of people like wood, yes? Like the taste of wood, yes? But this is tasteless. And then I asked professional people, master of wine, yes, top sommeliers, and they said, Robert, that is really excellent, yes. And like that, you will keep the solidity, natural, and it doesn't matter if you put this stone up like that in the cellar, but inside it's wrong. It's like meint, dass du das Eck, dass du den Sturm komplett lässt, oder? Und nur in den Sturm ein Eck reinmachst, oder? So wie halt in die Bergdüssel die Höhlen. Pour garder la solidité. Meint, dass das viel gescheiter wäre, als wir so zu machen. It is a good idea. I'm okay to try with you. Fine, thank you very much. Wonderful, thank you. It's a pleasure. I trust you. Thank you, it's for moi, c'est un plaisir. It's a pleasure. Cheers. Santé. Santé. Cheers. Cheers. Santé. Santé. Prost. Prost. Prost, ja. It's perfect. Yes, it is. Yeah. Now, Now it's going open because it's brief. You're right. J'ai une question. Je sais, tu veux savoir pourquoi l'œuf. Faire un grand vin naturel, ça demande beaucoup de sophistication et de réflexion. Et celle de Frédéric Cossard a visiblement tourné à l'obsession pour la forme ovoïde. Il vinifie déjà dans des œufs en béton et depuis peu, il fait grandir son vin en amphore. C'est un peu comme un savant fou. Son laboratoire, c'est sa cuverie et Frédéric cherche toujours comment faire le meilleur vin. Au sol, juste le cercle en argile, c'est la surface d'amphore géorgienne qu'on appelle Couévrise. Donc l'histoire, c'est les amis de la Loire, Puzla, Villemade, Sylvie Augereau, qui sont partis en Géorgie il y a 3 ou 4 ans et qui ont ramené, qui ont acheté sur place quelques couévries et qui ont commencé à faire des vins il y a maintenant 3 ans. Mais surtout pour faire des vins, mais en macération. C'est-à-dire qu'ils ont incorporé le raisin directement dans les couévries. Et nous sommes allés en Géorgie avec mon épouse il y a 1 an et demi et on a découvert en fait qu'en fonction des régions viticoles de Géorgie, il y a différentes techniques de fabrication de vin. J'aime pas le mot fabrication, mais bon, d'élaboration de vin. Et il y a une région où la couévrie, en fait, c'est comme le fût chez nous, c'est-à-dire qu'on élève le vin. Les jus sont déjà dedans, ou on fait du vin blanc. Et ça m'a intéressé. Donc, pour pas faire du copier-coller sur l'équipe de Loire, on a dit OK. Donc, on a commandé quelques couévries chez un maître potier qui s'appelle Zalico. Donc, j'ai appelé Max en pleine nuit pour qu'il vienne mesurer la largeur, la profondeur, pour imaginer combien d'amphores on pourrait mettre. C'était assez rigolo. C'est sympa à faire. Ouais. Donc, le principe, c'est une amphore enterrée. Et on est obligé de l'enterrer parce qu'elle ne tient pas debout puisqu'elle est pointue. Nous, en Bourgogne, l'élevage sous bois, même si on travaille avec des vieux tonneaux, on va toujours quand même amener une forme de patine ou une gamme aromatique quand même qui va rappeler un petit peu le chêne. Donc la recherche, c'est absolument ne pas toucher à autre chose que le raisin. Le tonneau, ce n'était pas fait pour élever les vins, c'était fait pour transporter le vin.
Alors, santé en géorgien, c'est Gaumarjus. 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 Ce qui est vraiment très intéressant, c'est au niveau de... Les vins restent vraiment très verticaux. Tu vois, il n'y a pas le côté un peu beurré ou gras. Ça garde une très belle tension. Bah déjà, tu le sens au nez, je trouve. Mais essayer d'avoir un support avec toujours cette forme ovoïde. Hein, bon, des gens, on est sur le nombre d'or, mais toujours l'œuf, la création, pour pas créer de chaos et que toutes les dégradations et toutes les transmutations puissent se faire sur les échanges de gaz ou de tanin, puissent se faire le mieux possible. Et il n'y a que ça. C'est ni darwinien ni chrétien, c'est juste l'œuf. Côté ovoïde, c'est tout. Donc je pense que de plus en plus, les vignerons vont s'orienter sur de l'amphore, ouais. ou de l'œuf. Une fois de plus, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour aller chercher le meilleur que les raisins peuvent nous donner. Là, je suis en train de faire un test. En fait, j'ai des barriques que j'ai mal nettoyé et du coup je trouve que quand je mets mon nez dedans ça sent un peu le vinaigre et j'ai envie de les nettoyer avec une fermentation. Donc comme il me reste un peu des raisins là de vigne hybride que j'avais pas envie de vinifier dans mes cuvées, bah, je vais utiliser en fait la fermentation des sucres de ces hybrides pour faire un petit nettoyage. Je trouve que utiliser les levures pour tuer un peu peut-être les nids de bactéries qu'il y a dû au mauvais nettoyage, c'est pas mal quoi. Et puis ça va être intéressant de faire cette fermentation et de goûter le jus, voir est-ce qu'il a pris le vinaigre, est-ce que finalement ça marque pas du tout et que du coup c'est gagné, je vais pouvoir décuver mes gamets et mettre le jus neuf dedans. Mais bon, je veux pas prendre trop de risques, je veux pas mettre directement mon jus de gamay. Je vais faire cette petite expérience et puis ça sera toujours ça de capitaliser comme connaissance. Donc là, ce que je fais, c'est je ramasse. Ensuite, je vais lancer la fermentation, donc je vais écraser un peu les raisins au pied. Puis ça va me faire un départ de fermentation à pied de cuve. Il faut que tout soit nickel, ouais, eau chaude. Pas de poussière, pas de produits, pas de parfum, pas de choses en suspension dans l'air. Ouais, ça c'est hyper important. Une atmosphère saine, pas d'eau stagnante, ouais, des choses qui sont des principes très simples en fait, mais voilà, qui sont. Faut vraiment être vigilant là-dessus. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Bien, avoir des cuves bien nettoyées quand on les utilise, un sol qui soit sain. Et puis après, ouais, ça permet vraiment de bien travailler. L'entretien des couèvriers, c'est un peu compliqué.
Si elle est vide, et puis que tu attends 3-4 mois avant de remettre un vin dessus, il faut la nettoyer très fréquemment parce que dans les pores de l'argile, comme ça, tu peux avoir des développements bactériens. Donc ce qu'on fait généralement, on a essayé de trouver une astuce de feignant, ça nous va bien, c'est on tire le vin juste avant de remettre un autre nouveau à la place. Comme ça, tu vois, donc on nettoie juste à l'eau, on sèche et hop, on remet le nouveau vin par-dessus. Ouais, faut pas trop jouer, quoi. Puisqu'il n'y a pas de soufre, il n'y a rien du tout, donc c'est pas le moment de choper une contamination bactérienne. Tu peux avoir des goûts de souris ou des trucs un peu déviants, il faut faire vachement gaffe. C'est le b.a.-ba du métier, l'hygiène. Oui, c'est vrai que ça, par exemple, c'est des questions qui ne se posent pas dans les vins que tu maquilles, comme tu dis. Bah, disons que le vin industriel, les mecs ils sont blindés de partout, quoi. C'est un peu comme un animal pété d'antibiotiques. Quand un animal, tu lui donnes des choses pas bonnes, et bah forcément la viande après, ça va pas être naturel et bon parce que bah, tu lui auras donné des trucs mauvais. Et alors, est-ce que ça vous intéresserait de lire tout ce qui est autorisé dans du vin? Oui. Oui. Alors ne bougez pas. Ouais. Non, moi je veux pas lire. Parce qu'après ça va être dégoûtant. Produits autorisés. Acide citrique, acide L plus tartrique, acide L ascorbique, acide lactique, albumine d'œuf, bentonite, bisulfite de potassium, carbonate de calcium, carboxychitosane, chitinglutane, citrate de cuivre, colle de poisson. Il y a du poisson dans les vins. Ferrocyanure de potassium, gélatine de métabusluche de potassium. Acide métatartrique, hydrogénopostate, diamorceau de bois, de chêne, mou concentré récifilé. Préparation. Les anciens, tu vois, qui avaient 65-70 piges et qui t'expliquent eux, ils sont vraiment connus la merde, quoi. L'après-guerre, des biologistes qui venaient en blouse blanche pour leur expliquer que s'ils mettaient ça, ça allait faire mourir les herbes. Le mec, ça fait mourir l'herbe, mais ça fait pas mourir ma vigne, tu vois. Et puis, eux, leur souvenir, c'est tout l'été avec une pioche en train de piocher la vigne. Et puis ensuite, découvrir le désherbant, c'était une forme de liberté extraordinaire. Mais ensuite, surtout les protocoles d'acidification des vins, de maquillage sur des tanins, des choses comme ça. Tu vois. Les vieux commençaient déjà à prendre du recul parce que je pense qu'ils avaient en mémoire le travail de leurs aïeux et puis ils ont dû se dire et les pires, c'était ceux de mon âge, quoi. Ceux-là, c'était rendement outrance, on met de la grosse merde de partout. Ça devrait être normal qu'il y ait une étiquette où on donne tous les ingrédients. Moi, en réalité, je trouve... je dirais pas que c'est bien, mais pour qu'en fait, il n'y ait pas de gens qui vont à la rue, qui gagnent plus d'argent et tout, qui gagnent plus leur vie, faut bien un peu mentir parce que sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde va arrêter de manger le produit dont il s'assure la vérité, quoi. En fait, c'est mieux s'ils mentent pas, Max, parce que regarde, l'entreprise Nutella, s'ils disaient pas qu'il y avait de l'huile de palme, etc., les produits mauvais, ça causerait la perte de leur société. Ils gagneraient zéro. Personne ne voudra en acheter, ils ont menti. Tu sais, des fois, dans les pâtes à tartiner, c'est pas forcément du Nutella, mais il y a marqué sans huile de palme pour certifier. Nutella, il devrait marquer la même chose, en gros, avec huile de palme. Oui. Mais c'est... Ouais, ils ont... Et ça serait quoi l'équivalent alors pour le vin naturel si les gens devaient mettre quelque chose sur l'étiquette? Ce serait pour le vin naturel, sans produits chimiques, sans choses artificielles ajoutées. Sans rien. Jus de raisin, tout simplement. Jus de raisin avec alcool, tout simplement. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà. Et j'ai deux grandes filles
filles sont pas plus intéressées que ça par le vin. Elles aiment, elles respectent, mais sans plus. Et puis petit Charles qui a 10 ans aujourd'hui. Qui lui, on sait pas, mais bon, je pense que ça lui déplaît pas trop. Il aime bien, il regarde comme ça, il touche un petit peu à tout. Comme pendant les vendanges, les vinistes, tu vois, il regarde un petit peu, il goûte. Avec Laure, mon épouse, on se complète énormément. Elle s'occupe vraiment de tout ce que moi je déteste, c'est-à-dire toute l'administration, les douanes, la fiscalité, les comptables, les banques. Et elle me laisse une liberté incroyable. En fait, et aujourd'hui, c'est presque un luxe pour moi parce que je peux me consacrer que à ce que j'aime. Donc, c'est la vigne, le vin, les dégustations, la commercialisation. Elle est moins sous les projecteurs que nous, parce que c'est le boulot de bureau. Mais elle le fait très bien. Hein. Elle le fait très bien. C'est une épouse extraordinaire, une mère de famille extraordinaire, et une chef d'entreprise extraordinaire. Donc voilà, elle le sait. Hein. Elle sait que je le pense. Et puis bon, t'as ton fils adoptif. Ah ouais, Maxou, oui. Aussi bien Max que moi, on a vraiment ça en commun, c'est on recherche, on est vraiment à la recherche de l'excellence. On sait que c'est quelque chose d'inatteignable, mais là on se donne vraiment les moyens d'aller chercher le meilleur de ce qu'on pourra obtenir. Même de nous-mêmes, hein. Pas seulement du vin. Nickel. Bon bah allez, on va aller voir ce guidon. On reprend les débroussailleuses. Putain, ça fait vraiment du beau boulot. Je suis contente. Il n'y a que maintenant que je vois... En tout cas, c'est un travail de fou parce que c'est sûr qu'on a l'impression que le vin, il a sauté dans la bouteille avec un bouchon. C'est pas du tout comme ça, c'est un taf de dingue. Quand on voit tout ce qu'il y a, toutes les étapes, la vigne, les traitements, la vendange, le traitement en cave, le suivi, l'élevage, la mise en bouteille, la commercialisation, tous les papiers. C'est un truc de fou, quoi. On fait tout. On fait tout, le recrutement, c'est vraiment de la folie, quoi. Et en même temps, c'est super passionnant, on peut pas s'emmerder, quoi. Vraiment, entre la charge mentale, les efforts physiques, tout ça se tient avec mon énergie, mon envie de faire des choses avec le raisin que j'ai cultivé toute l'année, quoi. Moi, j'ai de la force, mais j'ai aussi cette force, cette énergie qui émane de mon cœur. J'ai vraiment envie de faire les choses. Je suis inarrêtable. Rencontrer des gens dont on admire le travail, c'est bien. Mais rencontrer des gens dont on estime l'éthique et la philosophie, c'est encore mieux. C'est gai, stimulant. Ça fait du bien, surtout en ces temps contrariés. Cette balade était joyeuse et passionnante. J'ai croisé le chemin de personnes exaltées, spirituelles, qui s'intéressent à tellement de choses. Parce que le vin naturel, c'est beaucoup de sujets. C'est l'écologie, la paysannerie, l'amitié, l'innovation, le partage, l'émotion, les souvenirs qu'on crée pour demain. Le vin naturel, c'est surtout l'avenir. Et là, les enfants, vous m'avez bluffé. Je voudrais vous dire merci parce que vous m'avez donné beaucoup d'espoir. Par exemple, au début, moi, je croyais que les arbres, c'était pas vivant, mais pourtant, c'est vivant. C'est grâce à eux qu'on respire. S'il n'y avait pas d'air, s'il n'y avait pas eux, on respirerait pas. Donc, on serait pas là. Donc, ils sont vivants et les légumes, les fruits, etc. aussi. Si on se dit qu'il y a des vins qui sont vivants, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont morts. Si je vous dis qu'il y a des vins vivants et qu'il y a des vins morts, qu'est-ce que vous vous dites? Que la bouteille, il faut l'enterrer.